Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Le service de l'Ombudsman déclare que nonobstant le progrès appréciable dans les politiques de lutte et de prévention contre la corruption, on observe encore des lacunes et ceux qui reçoivent des pots de vin. Cette indication est faite au moment où le Rwanda s'est joint à d'autres pays africains pour célébrer la journée africaine de lutte contre la corruption. Au sommaire également, l'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, Sidi Dan Munyuza, a reçu son homologue de la Somalie, général-major Abdi Hassan Mohamed, et ils se sont entretenus autour de leur partenariat en matière d'échange de compétences liées à la sécurité. Vous suivez la télévision rwandaise et c'est la grande édition. Le service de l'Ombudsman déclare que nonobstant le progrès appréciable dans les politiques de lutte et de prévention contre la corruption, on observe encore des lacunes et ceux qui reçoivent des pots de vin. Cette indication est faite au moment où le Rwanda s'est joint aux autres pays africains pour célébrer la journée africaine de lutte contre la corruption. La responsable du service de l'Ombudsman au Rwanda, Mme Nilele Madeleine, indique que le Rwanda se positionne à la 5e place en Afrique en matière de lutte contre la corruption et à la 52e position au niveau mondial. Elle souligne toutefois que cette position n'est pas satisfaisante par rapport aux efforts déployés par les programmes relatifs à la lutte contre la corruption, ajoutant que l'on remarque des lacunes telles que la mauvaise prestation de services, l'appropriation du patrimoine, la mauvaise qualité de construction de différentes infrastructures, la corruption dans l'obtention de l'autorisation de bâtir, le service de terre, et ceux qui n'ont pas encore acquis la culture de dénoncer haut et fort la corruption sous prétexte de ne pas être vus d'un mauvais œil. Certains citoyens disent qu'ils apprécient les programmes que le gouvernement met en place pour lutter et prévenir contre la corruption. Ils déploient cependant que certaines personnes ont changé la façon de transmettre des pots de vin, notamment par l'envoi de l'argent par téléphone, l'enregistrement des biens détournés sous de faux noms et l'injustice qui pousse les gens à s'adonner à la corruption. Place maintenant à la sécurité pour parler de l'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, Sidi Dan Munyuza, qui a reçu son homologue de la Somalie, général-major Abdi Hassan Mohamed. Ils se sont entretenus autour de leur partenariat en matière d'échange de compétences à la police. En effet, la délégation de général-major Abdi Hassan Mohamed est en visite d'une semaine au Rwanda et profitera pour voir de près plusieurs activités de la police nationale du Rwanda, surtout celles qui font sujet du partenariat du Rwanda et de la Somalie, d'autant plus que leur coopération existe depuis 2011, où jusqu'à présent 6 officiers supérieurs de la Somalie ont déjà reçu une formation de la police nationale du Rwanda. L'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, Sidi Dan Munyuza, indique, mis à part l'échange de compétences professionnelles, il y a un autre programme de partenariat sur le partage de l'information et le maintien de la sécurité. Place maintenant pour la poursuite du procès Laurent Wiki-Baruta qui se poursuit à la cour d'assises de Paris depuis le 9 mai dernier. L'audience de ce lundi est consacrée aux plaidoiries de la défense après l'accusation que l'accusation ait requis la réclusion criminelle à perpétuité vendredi passé. On est avec Jean Damascène Maneshimé. Bonjour. Bonjour, Amandie. Que peut-on retenir brièvement de ces plaidoiries, du moins en rapport avec le réquisitoire du ministère public, Jean Damascène? Oui, comme vous le dites, cette journée a été consacrée aux plaidoiries de la défense. Et peut-être il faut rappeler d'abord que Laurent Wiki-Baruta est poursuivi pour crimes de génocide, crimes de complicité de génocide et crimes de complicité pour les crimes contre l'humanité. Et l'accusation avait montré à la Cour que Wiki-Baruta doit être condamné pour tous ces crimes. Eh bien, la défense, logiquement, a montré que ces accusations qui pèsent contre Wiki-Baruta ne tiennent pas. Et la défense a montré que ces accusations sont basées, ou bien sont fondées sur des témoignages contradictoires selon les termes de la défense. Ils ont montré que, par exemple, pour ce crime de génocide,
Witibaruta n'a jamais été sur les lieux de massacre, que ce soit si nous y allons chronologiquement, si nous y allons en commençant par Kivero. Kivero, les massacres qui ont été commis entre le 11 et le 15 avril. Et Murambi, le 21 avril, et Kianika et Kadura, la même date du 21 avril, ainsi plus tard à la prison de Gikongoro et plus tard aussi au mois de mai à l'école Marie-Merci de Kibero. Et bien sûr, tous ces lieux-là de massacre, la défense a expliqué que Witibaruta n'osait jamais rendu, pas même une fois, au moment des faits, et qu'il est allé seulement dans ces endroits plus tard, alors que les Tutsis avaient été massacrés. Et donc, la défense a expliqué que cela montre bien qu'il ne doit pas être rendu coupable, disons, il ne doit pas être considéré comme coupable de ces crimes, alors qu'il n'y est pour rien. Et donc, vraiment, c'est ce qu'on peut retenir de ces accusations du ministère public. Et la défense a essayé donc de montrer que il n'y a pas de preuves tangibles qui peuvent montrer réellement que Witibaruta en est responsable. Parmi les chefs d'accusation évoqués par le ministère public, il y a cette décision préfectorale de rassembler tous les Tutsis à l'école de Murambi où ils ont été massacrés le 21 avril. Qu'a-t-il dit la défense à ce propos? Ah oui, le massacre de Murambi le 21 avril était au centre des accusations du ministère public et même les plaidoiries des avocats des partis civils ont largement évoqué le cas de Murambi parce que à Murambi, plus de 40 000 Tutsis ont été massacrés une seule journée, le 21 avril. Et sur ce, la défense de Witibaruta a montré que si les réfugiés Tutsis se sont retrouvés à Murambi, bien sûr, c'était la décision du conseil préfectoral de sécurité qui était présidé par le préfet, donc Laurent Witibaruta. Mais la défense a plutôt préféré parler de déplacement au lieu de regroupement. Donc, au lieu de parler de regroupement des réfugiés Tutsis à l'école de Murambi, il faut plutôt parler de déplacement des réfugiés Tutsis qui partaient de Gikongoro, au centre-ville de Gikongoro, à l'église catholique de Gikongoro, vers Murambi. Alors, la défense a expliqué que là, c'était un moyen de les relocaliser d'un endroit qui, selon la défense, ne convenait pas. Les réfugiés ne pouvaient pas trouver tout le nécessaire, alors que l'école de Murambi, c'était beaucoup plus large, ce n'était pas très proche de la route comme dans la ville de Gikongoro, et que donc c'était un moyen plutôt de les protéger. Et sur cet élément, la défense a expliqué que Witibaruta a même requis les gendarmes pour protéger ces réfugiés Tutsis. Et les gendarmes ont été acheminés à Murambi pour protéger ces Tutsis, même si, malheureusement, comme nous le savons, ils n'ont pas été protégés, mais plutôt ils ont contribué à leur élimination le 21 avril 1994, comme vous le disiez. Et sur cet élément, Amandine, il y a une question à laquelle la défense n'a pas répondu. Justement, si Witibaruta a requis les gendarmes pour aller, soi-disant, protéger les réfugiés à Murambi, mais l'accusation, tout comme les partis civils, avait montré que ces mêmes gendarmes avaient plutôt commandité les massacres des Tutsis à Kibero le 14 avril. Et l'accusation donc posait cette question, comment est-ce que Witibaruta pouvait avoir confiance aux gendarmes qui avaient déjà participé au massacre des Tutsis, qui avaient dirigé les massacres des Tutsis à Kibero une semaine auparavant. Et sur cette question, la défense pratiquement n'a rien dit.
Tu viens de dire qu'il y a une question à laquelle la défense n'a rien dit. Peut-on dire que la défense a tout rejeté sans reconnaître certaines vérités du ministère public? Oui, tu fais bien de poser cette question, Amandine. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la surprise disons, du public, mais aussi de la Cour, même si la Cour n'a pas manifesté, disons, son assentiment là-dessus. C'est que quand même les avocats de la défense ont rejoint l'idée évoquée par l'accusation, le ministère public et même les avocats de la défense et même la vérité générale qui est connue. Donc ils ont accepté que le génocide des Tutsis n'est pas un fait du hasard, que c'est plutôt un autre projet qui a été planifié par les autorités qui étaient au Rwanda avant 1994 et exécuté par le gouvernement intérimaire en 1994. Et là, je dis que c'est un peu surprenant. Pourquoi? Parce que parmi les témoins de la défense, il y a certains qui ont osé dire à la Cour que le génocide a été un mouvement spontané, que c'est une pratique qui résultait seulement de la colère populaire consécutive à la mort du président Habyarimana et que donc il n'y a pas eu de planification et par conséquent personne ne doit être poursuivi pour cette planification. Et parmi ces témoins-là, il y a, je citerai par exemple un certain général Ndindirima Augustin. Il était commandant de la gendarmerie au moment du génocide des Tutsis au Rwanda. Eh bien, la défense a dit que non, c'est vraiment incontestable. Le génocide a été planifié pendant longtemps. Là, c'est un point. Et l'autre point qui a été souligné par la défense, c'est le discours du président du gouvernement intérimaire, le président Théodore Sindikubwabo, le discours prononcé à Butare le 19 avril 1994. Et là aussi, les avocats des parties civiles, tout comme l'accusation, avaient montré que ce discours, c'était un discours incendiaire qui a appelé au massacre des Tutsis, non seulement à Butare ou à Gikongoro, mais aussi partout au Rwanda. Et malheureusement, il y a certains témoins de la défense, comme ce général Ndindirima, mais aussi il y a le général Emmanuel Habyarimana qui ont indiqué à la Cour dans leur déposition que dans ce discours, il n'y a rien d'incitation, il n'y avait rien d'incitation au génocide. Eh bien, la défense a rejoint le ministère public et a affirmé que ce discours était un discours incendiaire qui appelait publiquement et directement au massacre des Tutsis. Donc là, ce sont au moins deux points sur lesquels la défense a été, disons, d'accord avec le ministère public, avec l'accusation. Merci beaucoup pour les deux points qui sont importants de la part de la défense. Mais Jean Damascène, s'il était question, pour terminer, s'il était question de décrire la situation actuelle, vous qui avez suivi depuis le début le procès, comment décrivez-vous la situation actuelle? Oui, c'est un procès qui est très significatif parce que Laurent Wikibaloutta, disons, c'est le plus haut dirigeant qui comparaît devant la cour d'assises. Pour rappel, la cour, la justice française a d'abord jugé Monsieur Sindi Kangwa, qui était un capitaine de l'armée. Et par après, il y a eu les deux bourgmestres de la commune Kabarondo. Par après, il y a eu un commerçant de Claude Mohaimana de Gikongoro. Alors, Laurent Wikibaloutta, c'est le plus haut dirigeant qui comparait. Et surtout dans ces derniers jours, le procès a été largement suivi par les médias ici à Paris. Disons, tous les grands médias sont représentés. Et je dirais même que la salle dans laquelle nous nous trouvons, et même le matin, elle était presque remplie.
La place réservée au public était archi-comble, on ne pouvait pas trouver de place. Certains même ont dû rester à l'extérieur. Et pour le moment, donc, la défense a terminé ses plaidoiries. Il y a un peu plus d'une heure qu'ils ont terminé. Et l'audience a été donc suspendue après ces plaidoiries de la défense. Alors nous attendons demain matin, à partir de 9 heures, la parole sera donnée à Laurent Wikibariouta qui va donner son dernier mot. Et après ce mot de Wikibariouta, la Cour va se retirer pour le délibérer. Et ce n'est que plus tard, peut-être vers l'après-midi, qu'on saura le verdict. Le verdict sera prononcé et on saura si Wikibariouta est coupable de ces crimes ou bien s'il est relaxé, s'il est acquitté. C'est ce que nous attendons. Donc c'est entre les deux, en tout cas demain, et ce sera la fin. Merci Jean Damascène de nous tenir au courant de ce qui se passe à la Cour d'assises de Paris. Merci, on est ensemble. De la justice à l'économie, des citoyens un peu partout sur le territoire national disent être préoccupés par l'excessif taux d'intérêt qui exigent les institutions financières SACO, situation qui les décourage en ce qui concerne la demande de crédit alors que ces institutions ont été décentralisées pour faciliter l'accès de la population au crédit bancaire. Le point avec Hassim Youssouf. Un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, presque toutes les institutions financières SACO exigent un taux d'intérêt de 24% sur tout crédit octroyé. Leurs clients estiment qu'il est excessif, surtout que la plupart d'eux disposent de faibles moyens. Depuis la création des coopératives de microfinance et SACO en 2008 jusqu'à l'heure actuelle, chaque secteur du pays en dispose une. 14 ans après qu'elles aient été décentralisées, les chiffres de ceux qui ont accès aux services financiers ont augmenté, passant de 52% en 2008 à 93% actuellement. Les habitants disent cependant qu'ils sont découragés à demander du crédit suite au taux d'intérêt excessif exigé. Parmi les crédits octroyés au Rwanda, la part de l'agriculture est de 5% alors qu'il s'agit du secteur dans lequel se trouvent beaucoup de Rwandais qui sont par ailleurs à proximité des SACO dans les secteurs. Certains clients des SACO disent que parfois les dossiers de demande de prêt auprès des SACO sont trop retardés, ce qu'infirme Ndeiragije Belize, en charge de crédit à la coopérative SACO Imbereheza Ndora en district de Gisagara. Elle dit que la situation dénoncée ne concerne pas tous les prêts et pointe du doigt ceux octroyés aux habitants par l'intermédiaire de VOP et BDF. La Banque nationale du Rwanda indique que les coopératives de microfinance et SACO souffrent de problèmes d'insuffisance d'argent. Dans le secteur financier, 60% de la masse monétaire sont détenus par les banques commerciales et les SACO seulement 5%. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, indique que le problème du taux d'intérêt excessif dans les SACO trouvera de solutions par le programme prévu qui consiste à harmoniser le système informatique qui permettra par ailleurs d'améliorer leur gestion. L'Agence rwandaise des coopératives dispose des prérogatives de contrôle des coopératives SACO au niveau des secteurs jour après jour et c'est en collaboration de la Banque nationale du Rwanda dont cet avantage s'étend sur toutes les institutions financières et assure le contrôle monétaire. Les organes de santé publique et l'Institution nationale de la statistique indiquent que l'accroissement de la population doit être en parallèle avec la croissance économique des pays. Le Rwanda s'est en effet joint au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale de la population.
Les membres de la coopérative Korika, opérant dans le secteur de Djabana, en district de Gassawo, indiquent que c'est grâce à la culture du riz qu'ils parviennent à subvenir à leurs besoins du quotidien et pour se rendre la tâche facile, ils disent avoir adopté la planification familiale. Selon l'Institut national de la statistique, la population du Rwanda est cette année d'environ 13 millions d'habitants et atteindre 21 millions en 2050. Le ministère de la Santé, de son côté, indique que la planification familiale au Rwanda est à 64%, le taux de fertilité par femme est de 4,4% et l'espérance de vie du Rwanda est à hauteur de 69 ans. Le Rwanda s'est joint ce lundi au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la population. L'expert en santé reproductive, le Dr Anicet Nzabonimpa, indique que les Nations Unies ont institutionnalisé cette journée afin de réfléchir sur la population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Le Dr Nzabonimpa a ajouté que les recherches montrent qu'aucun pays ne s'est développé sans avoir déployé des efforts dans les programmes de planification sociale. La célébration de la journée mondiale de la population devrait se faire également en parallèle avec la préparation des jeunes pour qu'ils comprennent tout sur l'accroissement de la population et le rôle qu'ils doivent jouer. L'Institut national de la statistique indique que les statistiques sur les habitants des pays sont nécessaires pour que la planification visant leur développement soit bien réalisée. Le thème de la journée mondiale de la population cette année est la population mondiale est de 8 milliards, une opportunité considérable pour préparer l'avenir meilleur. Le programme des Nations Unies pour la population indique que la population mondiale sera de 8 milliards à la fin de cette année. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.